Bien. Alors, ce que je vais essayer de vous dire ce soir, c'est mettre en relation avec ce que les gens ressentent, ce qu'ils voient, et les causes que, elles, toujours, ils ne discernent pas, qui leur paraissent très loin. Donc, c'est d'établir un lien entre ce que les gens pourraient faire et ce que les élites en place essayent de les convaincre qu'elles ne peuvent pas comprendre. Je pense que c'est là un point essentiel dans la société où nous sommes et en ce tournant de l'histoire où nous sommes arrivés. La vie chère. La vie chère, ça veut dire deux choses en réalité. Moins de pouvoir d'achat. Moins de pouvoir d'achat pour payer les mêmes produits. Et ça veut dire aussi plus de temps de travail. Ça, on l'oublie et je vais vous le préciser. C'est encore plus grave. C'est ce qui est perçu par les gens qui ont des critères simples. 1 euro le litre de fuel, et des gens qui ne se chauffent pas cet hiver, qui n'y arrivent pas, ou qui n'arrivent pas à donner à leurs enfants ou à leurs petits-enfants les cadeaux qu'ils espéraient à l'époque des fêtes. 2 euros, auquel on arrive, le prix du litre d'essence, et la forte hausse du prix du gaz et de l'électricité. Et des bois de construction qui ont augmenté de 300%, eux, en 2 ans. Alors, vous savez que c'est depuis le début de l'année pour le gaz, plus 57%. Alors, pour le gaz comme pour l'électricité, on a dit on va faire un effort. Ça a dû coûter à peu près aux gens 300 euros de plus, on va faire un chèque de 100 euros. Donc c'est déjà ridicule, c'est un tiers de la hausse. Mais c'est présenté comme un grand effort de la part du gouvernement. C'est comme une aumône qui est gonflée, comme si c'était une véritable mesure sociale. Alors, pour l'électricité en France, heureusement, nous avons encore des abonnés à un tarif réglementaire qui existe encore pour 27 millions de personnes. Ceux-là sont relativement protégés, puisque jusqu'au printemps de l'année prochaine, jusqu'aux élections, ils auront une facture limitée à la hausse de 4%. C'est déjà un peu plus que l'inflation prévue. Alors, le gouvernement prend donc des mesurettes face à ce qui est une catastrophe nationale et mondiale. La première chose à voir ce soir, c'est que ce qui est mondial et ce qui est national sont aujourd'hui complètement imbriqués. Pourquoi ? Parce que depuis l'acte unique de 1986, à l'échelle de l'Europe, et nous étions pratiquement les seuls à nous être insurgés contre cela à l'époque, 1986, il y a la libre circulation des biens, des services, des personnes et surtout des capitaux. Donc, libre-échange et libéralisation financière et organisation d'une guerre de tous contre tous, puisqu'il n'y a plus de réglementation. On déréglemente. Et on a prétendu à l'époque que ça favorisait les gens. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Évidemment qu'on a pas, en fonction de ce principe posé au départ, on a pris des tas d'accords qui déréglementent la circulation des biens en particulier, ce qui fait qu'on n'a plus de protection comme on pouvait l'avoir auparavant. De toute façon, d'ailleurs, même en dehors de cette question, les chaînes d'approvisionnement et de valeur à l'échelle du monde sont étroitement imbriquées. Et ce qui arrive à Pékin, immédiatement a un effet sur ce qui arrive à Marseille ou à Dunkerque, ou même dans le Puy-de-Dôme. Pourquoi ? Parce qu'en plus, le prix de la circulation de conteneurs est passé entre la Chine et un port européen ou américain de 2 000 $ à 15 000 $ par conteneur, ce qui a créé une très forte hausse des prix. Pourquoi ? Dans ce sphère-là, il faut voir, la Chine se développe. Donc, le pouvoir d'achat et le revenu des Chinois augmentent. Donc, évidemment, produire des biens, il revient aussi plus cher. Et il y a ce facteur, mais il est tout à fait secondaire, parce que ce qui se passe réellement, pourquoi il y a cette inflation des prix subie, c'est parce que, d'abord, on dit que c'est dû à la reprise, une reprise trop rapide de la croissance mondiale. On n'est même pas aux chiffres de fin 2019 aujourd'hui, on est 3 ou 4% en dessous. Donc évidemment, c'est une foutaise, ce qu'on vous raconte. Et l'inflation
est à plus de 4% en Allemagne et de 5% aux États-Unis en rythme annuel. Hein. C'est déjà quelque chose d'important. Alors, quelles en sont les causes? Pourquoi il y a cela? Quelles seront les bases d'une vraie politique contre la vie chère? Et la première chose, c'est d'avoir un bon diagnostic. Quand on veut faire quelque chose, c'est ce que la logique a de bon. Elle permet de faire un diagnostic. Elle ne permet jamais de voir quelle est une solution en dehors de ce diagnostic, mais elle permet de faire un diagnostic. Alors, la première raison de l'inflation, c'est que les banques centrales ont pris un contrôle pratique des États. Les États se sont soumis et émettent de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie pour maintenir un système en place. Jamais on n'a émis autant de monnaie pratiquement de toute l'histoire, à l'échelle mondiale. Hein. À l'échelle d'un pays, oui, mais à l'échelle mondiale, non. Alors, cette proportion de monnaie augmente par rapport aux biens produits. Et évidemment, dans ce cas, un bien produit a un équivalent de plus de monnaie. Donc ça crée une inflation. Ça, c'est la première raison. Au départ, dans ce marché sans marché, puisqu'il est dominé par les algorithmes, ces investissements sont allés massivement, là où il y a eu une inflation constatable, dans les actifs financiers, les bourses ont monté comme ça, et dans le logement. Le logement, ça atteint physiquement les gens. C'est pour ça que je pense que le logement doit être un grand thème de campagne en France. C'est un point essentiel. Les logements, au début, de riches dans les zones urbaines, Paris, et maintenant vous le voyez, nous avons des amis et des parents dans le Cotentin. Dans le Cotentin, ça a augmenté de 40% en un an. Parce que ça déborde, ça se développe partout. Donc ce système qui était limité aux actifs financiers et aux logements pour riches dans les centres urbains se développe maintenant pratiquement partout. Ça, c'est la première raison fondamentale. La deuxième, c'est la transition écologique. Puisqu'on a décidé une transition écologique qui, évidemment, avec les arrière-pensées d'un capital financier qui veut prendre le contrôle de tout ce secteur, où il peut trouver un nouveau pactole, dans ces conditions, on va produire avec des énergies moins denses, moins de flux d'énergie par être humain, par kilomètre carré et par gramme de matière ou tonne de matière apportée. Donc, évidemment, ça va coûter plus cher. Et en réalité, en plus, une spéculation se greffant là-dessus, notamment sur des matières rares qui sont incluses dans tous les secteurs nouveaux, en particulier les éoliennes, qui en ont beaucoup, et toute l'industrie des voitures électriques, on a là un facteur d'inflation très fort. Et tout ça se transmet de proche en proche dans toute la chaîne productive. La troisième raison, évidemment, qui est probablement tout aussi importante, c'est l'accaparement. Les acteurs pensent qu'il y aura probablement une crise économique grave, voire un conflit, une guerre, ils le disent ouvertement. Et ils accaparent les matières premières, en fonction de cela, en fonction de ce qui risque de se passer demain ou après-demain. Donc vous voyez, voilà toutes les raisons réelles de ce qui se passe. Elles dépassent le quotidien des gens. Alors si, sur la crainte ou la façon dont on voit le militaire, vous ne voulez pas me croire, parce que souvent les gens ne veulent pas croire quand on leur dit ça, il y a un exercice militaire américain sur l'éventualité d'une guerre dans le Pacifique qui vient d'avoir lieu. Alors, le président des chefs d'état-major interarmés américain, le général John Hyten, a dit qui est un général de l'armée de l'air, toujours la guerre aérienne comme le font d'habitude les Américains. On a présenté les résultats lors d'une conférence organisée par l'Association américaine de l'industrie de la défense. Ce n'est pas n'importe qui. Il a révélé que les États-Unis s'étaient pris une volée de bois vert et avaient été battus par la Chine avec des armes conventionnelles dans la zone Pacifique. Donc, les forces opposées, je lis, ont écrasé l'intégralité du complexe logistique américain. Les bases arrières ont été attaquées, tandis que les avions et les navires en mer étaient ciblés par des missiles de longue portée. On ne peut plus se cacher de gens qui ont la technologie suffisante pour nous trouver, ce que disent les Américains. Pire encore, la plupart des armes américaines ont été dépassées par de nouveaux systèmes récemment déployés par la Chine, basés en grande partie sur des concepts russes. Alors il y a deux choses à cela. C'est d'abord le Pentagone, évidemment, qui veut faire monter ça
pour encore aggraver la situation américaine, où la seule chose qui se développe, c'est tout ce qui est lié au militaire et au secteur américain, et au secteur associé au militaire. Il n'y a pas d'autre raison. Alors là, c'est un instrument de chantage pour le faire. Mais c'est aussi le fait, et c'est révélateur, que s'il y a une défaite dans une guerre conventionnelle, si on veut ne pas perdre, il faudra utiliser les armes atomiques. Et ça, c'est implicite. Vous savez que le chef du Stratcom, l'amiral Richards, aux États-Unis, a dit « Avant, le recours à l'atome nous paraissait improbable, sinon impossible. Maintenant, nous avons déplacé notre curseur et nous l'avons estimé possible. » Alors vous me direz, dans toute cette inflation, dans toute cette situation auquel nous sommes arrivés, les statistiques, elles, sont moins alarmantes, c'est vrai. Donc on vous raconte, l'inflation pourrait être transitoire. Alors les gens sérieux, du bon côté comme nous, du mauvais côté comme Goldman Sachs, pensent tous deux et portent le même jugement. Cette inflation est intrinsèque au système, elle est un élément du système, elle en est la conséquence, pas la cause. On répondra alors, mais il y a eu beaucoup d'améliorations dans les produits. Alors là, on tombe sur l'ajustement hédoniste. L'ajustement hédoniste, c'est dire, c'est opéré par les statisticiens, on dit voilà, les objets actuels ont des prix qui doivent être atténués en déduisant les améliorations qui les accompagnent. Donc c'est vrai qu'un iPhone, c'est mieux qu'un téléphone comme ça. Donc on fait ça et on réduit complètement la différence entre les prix actuels et les prix d'origine qui permettaient des comparaisons historiques. Et en fait, on dit voilà, il y a une inflation beaucoup moins grande qu'on le disait. Eh bien, si on examine de près la question du temps, on voit que l'ajustement hédoniste ne tient pas. Si on prend une camionnette, le calcul a été fait aux États-Unis, mais il est de même nature en Europe. Une camionnette de 1970 exigeait, pour l'acheter, 2 fois moins d'heures de travail qu'aujourd'hui. Il faut 2 fois plus d'heures de travail pour acheter la même camionnette aujourd'hui. Et le logement, c'est encore pire aux États-Unis. Il fallait 23 000 € pour se mettre un toit sur la tête aux États-Unis en 1970. Aujourd'hui, c'est 240 000 € en moyenne. Évidemment, en fait, en pouvoir d'achat, c'est 2 fois plus, et en temps, c'est 2 fois plus. Donc, en fait, le niveau de vie a baissé. Et le temps qui est occupé s'est accru pour produire les mêmes choses. Et on dit, dans le domaine médical, c'est le plus frappant. On a dit, il y a tellement d'améliorations. Il y a tellement d'améliorations, mais on se demande pourquoi l'espérance de vie des Américains de sexe masculin a baissé. Et aujourd'hui, ils sont dépassés par celle des Chinois. Donc, c'est quelque chose dont on ne parle pas et qui est tout à fait révélateur. On nous vole donc non seulement le pouvoir d'achat, mais on vole notre temps. Alors, évidemment, du moins pour ceux qui ont un emploi. Car c'est un monde de changement du type de travail qui se développe. C'est la robotique, le numérique, l'intelligence artificielle et tout ce qui concerne les algorithmes, dans lequel c'est la valeur même du travail humain qui se trouve mise en cause. C'est-à-dire la plupart des Français aujourd'hui disent que leur travail ne les satisfait pas. On a trouvé la notion, maintenant il y avait le burn-out, maintenant il y a le bore-out, c'est-à-dire le travail emmerdant. Et une majorité de Français le savent, c'est pas épanouissant. Yuval Noah Harari dans Homo Deus, le livre d'essai entre guillemets le plus lu, a dit bon, toutes choses égales par ailleurs dans le monde, hein, si on ne change pas la règle du jeu, et celui du Great Reset de Davos. Si on s'en tient là, il y aura une perte de 30 à 40% des emplois actuels. Donc, comment faire? Un revenu universel, mais ça ne suffit pas. Il faudra entretenir les gens
pour éviter de les éliminer. Il faudra les entretenir avec un océan d'expériences virtuelles. Pour qu'ils regardent un peu les jeux vidéo, mais qui s'attachent aux séries qu'on peut voir aujourd'hui et à ce qu'on voit aussi dans l'ensemble des jeux. Comme je peux en citer beaucoup, mais ça ne vaut pas ici la peine. On est aujourd'hui déjà dans cet univers-là, avec les multivers et les métavers qui viennent bientôt. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des multivers ou des métavers. Là, ça sera pour ou comme de vrai. Plus que dans Squid Game, encore plus vrai. Donc, voilà, l'univers. Et c'est étonnant de voir que peu à peu, les gens ont été mis en condition avec les parents. Même Marianne a publié 7 ou 8 pages sur le sujet, que les parents ne sont pas du tout au courant de cet univers dans lequel de gore et de trash dans lequel sont plongés leurs enfants. C'est bien pire que le porno. Hein. Le porno, c'est une bluette par rapport à ça. Si, c'est pas une bluette parce qu'il y a l'outrage de la personne humaine et l'outrage des femmes. Mais là, c'est encore pire. C'est la mort. C'est ce que Jean-Paul II appelait une culture de la mort. Pour une fois, il avait mis le doigt dessus. Très exactement. Donc on est dans cette culture de la mort. En même temps, avec une gigantesque, on peut le dire, stagflation. Donc c'est la mise en cause des valeurs du travail, et en particulier, on peut le dire, celle des retraités. C'est très intéressant, de ce point de vue, ce qui arrive aux États-Unis, surtout toujours un peu en avance par rapport à nous. Le pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans aux États-Unis qui se déclarent en faillite est aujourd'hui 3 fois plus important qu'en 1991. C'est des gens âgés, retraités, qui se déclarent en faillite. Pourquoi? Alors voilà comment parlent les technocrates. Il y a eu transfert du risque financier des entreprises et de l'État vers les individus, ainsi responsabilisés au fur et à mesure que se réduit le filet de sécurité sociale. Donc on appelle responsabilisation, évidemment, ce qui est réduction du pouvoir d'achat, notamment pour les personnes les plus âgées. Et aux États-Unis, il y a de plus en plus de personnes âgées qui occupent de petits emplois non rémunérés jusqu'à 75-80 ans, notamment pour tenir des services. Et nous avions les premiers annoncé que des choses de cette nature allaient se produire, comme les pandémies, parce que rien n'était prévu depuis le 15 août 1971 et la séparation du dollar et de l'or, rien n'était prévu en termes de régulation sociale. Donc il n'y a plus de régulation sociale, toutes les limites sautent, et ce qui importe, c'est gagner le plus possible dans le plus court temps possible, et pas de penser dans un temps plus long. Donc aujourd'hui, on est arrivé au bout, on est arrivé au bout de ce que nous annoncions à cette époque-là. Et si on simplifie les choses, évidemment, on s'aperçoit que les États qui devraient défendre l'intérêt général, le bien commun, la production, les États se sont soumis à ceux qui contrôlent les marchés financiers. Pas comme on dit aux marchés financiers, comme il s'agirait d'une donnée objective, à ceux qui contrôlent les marchés financiers. Car nous vivons dans une économie de marché sans marché. Les gens qui croient qu'on vit toujours dans une économie de marché se trompent. Les gens qui croient qu'on est dans un système néolibéral se trompent. C'est une dictature financière. L'économie de marché et les marchés, c'est l'affiche. Derrière, il y a les algorithmes. Tous les gens qui étaient boursicoteurs l'ont découvert à leur détriment. Ils ont découvert que beaucoup gagnaient des sommes énormes et que eux, c'était beaucoup moins énorme. Mais ils en ont un peu bénéficié, ce qui les a rendus dans un état d'addiction à ce jeu. Donc, faute de prendre des réformes touchant à la production réelle et au travail humain, cette économie détruit ses propres bases. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est ce que Jean-François Guéraud appelait le nouveau capitalisme criminel. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu trop obsédés par ça. Ils disent, c'est les mafias, c'est les assassins qui dominent les marchés, et ça sera de plus en plus comme en Colombie. C'est pas entièrement faux. C'est, comme toute chose, à manier avec discernement pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'outrance. C'est un danger.
Mais il faut bien voir les causes de ce qui se passe en plein soleil. Et dire ce qui se passe en plein soleil, c'est pas tomber dans l'outrance, c'est dire la vérité. Donc voilà. D'abord, de proche en proche, évidemment, s'imposent des modes de production en énergie moins dense. C'est très important parce que l'énergie, c'est la base de tout le système économique. Donc, ça réduit les capacités productives de l'économie physique à long terme, en faveur d'une conception à court terme, à la fois dans l'économie et la finance, mais également dans tout ce qui est la culture. C'est la culture du choc, de l'instant, de l'addiction. Je ne ferai pas une énumération complaisante de ce que les enfants voient aujourd'hui et à partir de quel âge. Généralement, les jeunes de sexe masculin ont vu des émissions violentes ou pornographiques avant 10 ans. 50%. Il faut bien voir ce monde-là et les gens, la déformation de l'esprit que ça fait. C'est pas que vous allez tout de suite aller dans la violence, mais vous allez être désinhibé. Dans les cours de récréation, partout, on joue à Squid Game. 1, 2, 3 soleils. Et puis, ceux qui n'arrivent pas à temps, poum, poum, physiquement ou mentalement, c'est la même chose d'ailleurs. C'est une logique de la punition si on ne suit pas la règle du jeu. Donc, et la règle du jeu qui n'est inscrite de façon tout à fait arbitraire, comme un jeu, pas comme une réalité sociale. Alors, la question de l'énergie est fondamentale, et aujourd'hui, le prix en Europe est fixé en fonction de la dernière unité productrice. Donc, généralement, c'est le gaz. Le gaz qui est un produit intermittent et facilement disponible. Ce qui fait augmenter les prix de l'électricité dans un marché qui a encore des contrats longs, mais où les prix sont de plus en plus déterminés, au moins à la marge, et sinon de plus en plus, par des prix spot. Les prix à l'heure, pratiquement. Donc, évidemment, pour un marché de l'énergie qui doit être basé sur du long terme, fixer les prix à du court terme, c'est de la folie. Et c'est là où on en est tombé. Et c'est une des bases qui déstabilise tout le reste, une des bases des choses qui déstabilise tout le reste. Alors, chacun à Bruxelles défend ses intérêts, à sa façon, sans vue d'ensemble. Alors, ce qui se passe, c'est aujourd'hui, dans certains secteurs, dans certains qui ont cédé, ce qu'on appelle les tarifs dynamiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On a dit aux gens, vous pouvez choisir votre tarif. Heureusement, en France, on a gardé des tarifs réglementés, et 27 millions de Français peuvent bénéficier, ce qui est une aumône, mais c'est quand même une hausse, avant la date des élections, limitée à 4%. Ailleurs, en Espagne, par exemple, non. En Espagne, les consommateurs ont pensé que comme ça, ils pourraient payer moins, ce qui a été le cas pendant quelques mois. Et aujourd'hui, alors, ça a fait un bond en avant, ces tarifs dynamiques. Les Espagnols payent 4 fois plus le prix de l'électricité aujourd'hui. Alors, évidemment, si vous voulez avoir un sens de ce que ça veut dire, il y a 2 semaines, le prix du mégawattheure a oscillé sur les marchés entre 40 € samedi à 18h et 237 € mardi à 19h. Donc évidemment, c'est complètement fou de brancher les gens sur ce jeu spéculatif qui va atteindre l'énergie. Mais, commentaire d'un spécialiste, de toute façon, plus la part des énergies renouvelables augmente, plus la production est aléatoire et plus grande est l'amplitude des prix. La hausse est inéluctable. Voilà. Donc là, tout est dit. Alors évidemment, sur le marché de ce à quoi l'Europe va donner une étiquette plus favorable pour emprunter à plus bas coût, il y a la fameuse taxonomie. Ah, c'est un mot que vous retenir. Taxonomie. Je ne sais pas si certains en ont parlé. La taxonomie, ça veut dire qu'est-ce qui peut être jugé dépenses vertes ou énergie verte. Alors, on juge les modes de production d'énergie pas par rapport au flux de densité d'énergie produit, à la productivité par être humain, par unité de surface et par matière apportée. On juge par rapport
au contenu supposément vert ou pas de cette énergie. Ce qui est fou. Et un grand débat pour s'organiser dans ce contexte, si l'atome est une énergie verte ou pas. Alors d'abord, c'est fou comme base du débat, et ensuite, c'est fou parce qu'on ne considère pas, même pas le CO2 épargné, puisque même dans leurs termes, hein, le CO2 est épargné, là on ne le considère même pas. Donc, en plus, l'Autriche, le Luxembourg, qui sont viscéralement antinucléaires, hein, évidemment, c'est les pays financiers, et l'Allemagne, qui de fait a prétendu faire le choix des énergies renouvelables, mais où la consommation de charbon, elle croît, et on ouvre de nouvelles mines, même de lignite, qui est ce qui est le plus polluant. Donc c'est un système qui marche sur la tête. Vienne et Luxembourg ont même menacé, si l'atome est considéré comme vert, d'attaquer en justice le classement européen auprès de la Cour de justice européenne, qui sera probablement complaisante. Donc voilà cette fausse Europe et le domaine dans lequel elle s'exprime, et comment de proche en proche, c'est un élément de cette hausse des prix et de la vie chère. Depuis le départ de l'énergie jusqu'à les marchés financiers et le logement qui ont débordé sur tous les secteurs de l'économie. C'est comme ça que vous pouvez le voir. La France se bat pour que le nucléaire soit considéré comme vert, mais c'est le choix d'un terrain piégé. Et dans un terrain piégé, on finit toujours par perdre quelque chose. Et le tort a été d'accepter ce terrain piégé. Sur le gaz, ce sont les prix spot, bien sûr, qui entraînent le reste, comme si la désastreuse expérience d'Enron aux États-Unis n'avait pas servi de leçon. Enron avait fait la même chose sur le prix du pétrole, ça avait entraîné un tel choc qu'Enron même avait sauté, et presque une partie du système américain. Donc moi je pense que par rapport à ça, on est dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Au lieu de faire des parties de cricket, on est dans des parties folles de consommation de drogue économique. Alors, évidemment, par rapport à ça, qui doit-on affronter? Et le véritable ennemi, comme on le dit dans nos tracts sur Arrêtons les banksters de la vie chère, que je pense qu'on vous distribuera, ou qu'on vous a déjà distribué à l'entrée, dans ce tract, on dit bien que c'est une oligarchie financière qui détruit l'économie mondiale. Ce n'est pas beaucoup de personnes, c'est 4 à 5 000, pas plus. Mais elles ont la main sur tout. Les métaux précieux, les minerais, les cartels agroalimentaires, c'est très important. Tout ce qui est le gaz, le pétrole. Et maintenant, avec le Hub Health mondial, elles cherchent à mettre la main sur toute la santé publique, en accaparant les données. Alors, évidemment, ils sont contre toute nation. La nation, pour eux, c'est un embarras. Ils ne veulent pas d'opposition. Et elles ont fait le choix de l'austérité, du chômage, et aussi ce que les gens généralement ne perçoivent pas de la dépopulation. Alors on essaye de porter les gens à dire des choses excessives qu'ils déconsidèrent, mais c'est quand même un choix de dépopulation assumé. Certains le disent ouvertement. Et en réalité, les banques, avec ce système, ont créé un véritable casino mondial de fausses monnaies. Parce que c'est une monnaie de banque, ce n'est pas la monnaie qu'on utilise pour être un lien d'échange et de développement dans une économie. C'est du monétarisme, c'est la monnaie comme un culte, une chose en soi. Et évidemment, c'est de ce point de vue-là dont ils veulent faire en termes de monnaie et de revenus des énergies dites vertes, un pactole financier à leur faveur. C'est ce que nous avons dénoncé dans ce capitalisme financier vert. Alors, évidemment, par rapport à cela, tournons-nous vers la France. Et je crois que Marcel Gauchet, comme je le dis dans mon dernier éditorial, a eu raison quand on dit qu'on est tombé sous la loi du mitterrando-chiracisme. Ça a commencé sous Giscard d'Estaing déjà, et même un peu sous Pompidou, mais c'est accentué sous Mitterrand et Chirac. Qu'est-ce que c'est? C'est le consensus tacite, dit-il, de la gauche et de la droite de gouvernement
à la fois sur la nécessité de s'adapter au nouveau contexte créé par la mondialisation et l'impossibilité de le dire franchement aux Français. Donc, la politique est devenue ainsi l'art de tromper les gens, avec une fausse Europe pour couverture. C'est ce qu'a fait Mitterrand. On fait semblant de préserver notre modèle social, et en même temps, on le détricote sans le dire. C'est ce qui a désindustrialisé notre pays et l'a réduit à un archipel de sensibilité, comme le dit Jérôme Fourquet dans son livre, bon sociologue qui constate, ou statisticien qui constate les choses, sans rien proposer, et avec un instrument d'analyse. Donc, évidemment, par rapport à cela, j'ai encore évidemment, parce que ça devrait apparaître évident à l'esprit des gens, il faudrait constituer un État qui défend le service public. Et on arrive à une décomposition par rapport à cela, une agence financière, ou non financière d'ailleurs, commerciale, indépendante, même juridique, l'agence financière indépendante, et d'un autre côté, les sociétés de conseil, diverses, à qui on confie des choses qui devraient être de la compétence de l'administration. Donc on est dans une dépossession organisée de l'État, organisée et voulue. Et évidemment, on devrait rendre le travail humain à nouveau humain et le faire en considérant l'activité et le bénéfice social que peut avoir un travail par rapport au futur d'une société. Ça, aujourd'hui, les gens le ressentent bien. Ce n'est pas pris en compte par rapport au travail qui s'effectue. Il y a une notion très importante, d'ailleurs, que les gens ressentent, c'est le travail empêché. Je voudrais bien faire, mais dans mon unité de travail, je n'y arrive pas. On a un peu moins ça dans les petites et moyennes entreprises, mais c'est en train de les gagner aussi. Donc, par rapport à ça, il ne faut pas un chef, un homme providentiel, autour d'une nébuleuse Internet. C'est ce que prend, le tournure que prend les présidentielles. Un chef, une nébuleuse Internet et les médias complaisants. Alors, ce n'est pas non plus une dissolution de différents courants, sans autre conviction ou ambition que d'occuper des positions. Il y en a ces deux choses qui se mêlent pour aboutir à une forme sociale qui est cohérente avec la décomposition économique du pays et de la société. Donc il faudrait des idées à partir de ce diagnostic et être capable de se remettre en cause. Il y a une chose qu'il faut savoir sur la Chine. On peut critiquer bien des choses sur la Chine. Il y a une chose qu'on ne peut pas critiquer. C'est qu'en Chine, on se réunit pour organiser ce qui ne va pas. Et ça peut être les Chinois qui vivent sur la base de l'enfant unique capricieux. Ça peut être des hurlements. Là, on voit très souvent dans les supermarchés en Chine, on dit qui ferait presque rougir un Américain, qui sont aussi détestables. On vient détestable, les enfants en France aussi. Moi je veux. Bon, et les parents complaisants. Bon, en Chine, il y a la même chose, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais, au moins, quand ils sont adultes, ils peuvent hurler, mais on se réunit pour établir un plan, comment faire mieux. Et on reconnaît ce qui n'a pas marché comme une responsabilité collective. C'est pas, on ne se bat pas la coulpe en disant c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mais on se dit voilà, il y a une responsabilité collective, il faut la tenir, et avoir quelque chose qui remet en cause et améliore ce qu'on fait. Mais en France, on l'avait. C'était la planification indicative et imaginative. Et on l'a perdu. Quelque part, les Chinois l'ont repris. Alors voilà. Alors, exemple de cela, le plan Macron de 30 milliards. C'est d'abord peu. C'est pour les technologies d'avenir. Alors c'est trop peu, d'abord. Ensuite, c'est ce qu'on appelait de mon temps un inventaire à la Prévert. On met des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, en tout cas sans stratégie d'ensemble, et sans indiquer ce qui est l'adversaire qu'il faudra vaincre pour réussir à imposer ce plan. Non, c'est un alignement de choses, comme c'était un monde objectif dans lequel on alignait des choses bonnes, chacune prise indépendamment, mais sans, disons, en réalité, stratégie. Et pire encore, évidemment, on a convoqué pour le faire le président de la République. Dans mon avis, ce n'est pas la place pour 30 milliards. Ça devrait être le Haut Commissariat au plan. Il l'a cité quand même, mais un Haut Commissaire au plan qui est pourvu de pouvoir. Hein.
Mais ce qui n'a pas été cité, c'est le haut-commissaire aux compétences, qui a été créé en mars 2020. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on associe à ces technologies du futur des formations. Et là, on a balancé un plan. Macron balance un plan sans ressources humaines, sans penser comment on forme des gens pour qu'ils soient ceux qui portent ces technologies. Et il n'y a pas de politique éducative de la France et de qualification qui aille avec cela. Alors, je vais vous montrer là un certain nombre d'images. Alors, je vais vous les faire. Si vous prenez, et la date clé, c'est environ 1990-91. Vous avez ici, donc, les choses, c'est... Voilà, ça c'est le pouvoir d'achat. Ce qui est complètement aberrant, c'est le pouvoir d'achat. Et ça, c'est ici, c'est dans les années 1990-2000, où il arrive que la monnaie en circulation, d'un seul coup, fait ça. Et les courbes se croisent. Alors, vous avez une monnaie, c'est ça qui est frappant, une monnaie qui ne correspond plus du tout au développement du pouvoir d'achat. Je pense que c'est une courbe particulièrement significative. Après, la suivante, c'est le taux directeur et monétaire. C'est ça. Alors ça, c'est très intéressant. Vous voyez la baisse, après les différentes crises, subprime, dette souveraine, vous voyez la baisse des taux d'intérêt. Et avec cette baisse des taux d'intérêt, on peut emprunter pour investir dans les logements et dans la bourse, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce que ça permet de faire. Ensuite, la suivante, et j'ai l'image à côté. Vous allez bien voir si je fais là. Oui. Alors, vous avez, c'est à peu près ici, la grande hausse, c'est 2014, à peu près. Vous avez une dette qui fait ça, hein. Et là, d'un seul coup, ça fait ça, puis ça. Et vous avez en même temps les taux d'intérêt qui, eux, font ça. Et ça se croise, et là, les taux d'intérêt sont là. Taux d'intérêt, dette. Donc, vous avez des gens qui vivent de plus en plus à crédit, des entreprises qui vivent de plus en crédit, et c'est asservissement par la dette. Ça ne va pas à l'économie productive, ça ne va pas à l'économie réelle. C'est un asservissement par la dette. Je crois que c'est le plus significatif dans ce que je vous ai dit. Et maintenant, les suivants. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle, si c'est dans la même courbe, comme je vous l'ai dit, ça, c'est ce qu'on appelle, en termes, c'est un changement de phase. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même monde. À partir de là. C'est ce que j'essaye de vous décrire ce soir et les raisons pour lesquelles on voit tout ce système tellement déréglé, la vie chère. Ça, c'est les inégalités de revenus, donc. Là, on les voit aussi baisser. C'est une très longue période. Hein. C'est à partir de 1900. Alors, malgré la guerre et malgré le reste, on s'aperçoit que les inégalités de revenus diminuent. Et d'un seul coup, à partir de 1975, elles remontent, et en plus, beaucoup plus à partir des années 2000. Et aujourd'hui, il y aurait la suite, on pourrait la voir ici. Ici, c'est le Royaume-Uni, France, Allemagne, États-Unis, mais c'est le même profil. Donc ça vous montre bien les conséquences. Et la suivante, la dernière, c'est les inégalités de patrimoine, le même profil, elles remontent. Inégalité de revenus, donc inégalité de patrimoine. Alors, c'est une crise où rien n'est indépendant. Vous savez que l'économie chinoise marche mieux si on regarde le développement de la population,
la recherche, l'investissement dans l'industrie. La Chine est devenue l'atelier du monde. Le problème, c'est qu'on en dépend. Mais la Chine elle-même est atteinte. Personne n'est indemne dans cette histoire-là. Il y a, à cause de la transition écologique que les Chinois essayent d'appliquer à leur façon, une baisse à la fois en Chine de la production de charbon et de la production de diesel. Donc vous avez une baisse de 4% par rapport à la même période l'année dernière du diesel. Pourquoi? Parce que comme il y a eu baisse du charbon, les gens dans l'industrie qui ont voulu avoir l'énergie tout le temps ont acheté les groupes électrogènes. Les groupes électrogènes consomment du diesel, il y a eu surconsommation de diesel et problème avec le prix du diesel qui a monté. Donc vous voyez comment les choses s'enchaînent dans les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur. Et là, je pense que cet exemple est très frappant parce que pas de charbon en Chine, comme disent les gens de la COP26. Hein. Faites pas de charbon, fermez vos mines de charbon. Pas de charbon en Chine, donc il y a moindre production de la Chine. Pas de diesel ou moindre diesel en Chine, moindre production et surtout moindre difficulté de transport pour les camions. Dans certaines régions de la Chine, on ne donne aux camions que 100 litres de diesel, ce qui est à peu près le dixième ou le 20% de leur contenu de leur réservoir. Donc on a ce problème et de transport et de prix, et donc de chaîne d'approvisionnement qui approvisionne l'Europe. Donc ça montre que toute l'économie mondiale est dépendante. Les gens peuvent faire « Ah, moi la nation, moi je ne sais pas quoi ». Oui, le nationalisme et le souverainisme c'est très important, mais ça ne peut pas être différencié du reste, du phénomène général. Si vous intervenez qu'au local, je peux vous le dire tranquillement, vous êtes foutu. Parce que vous ne pouvez pas considérer l'économie. Ah, vous n'êtes pas foutu tout de suite, peut-être. Vous pouvez survivre un certain temps, mais pas tout le temps. Alors, c'est intéressant de voir ici la triple courbe de Larouche, parce que ce que vous voyez ici, c'est le moment où on est arrivé. C'est-à-dire, c'est exagéré. Mais vous avez une masse financière, ici, qui est en hausse. Hein, c'est toutes les spéculations dans l'immobilier, dans les actifs financiers, les bourses, etc. Et ici, la monnaie, qu'on met pour gonfler ça. Et ça ne va pas dans l'économie physique réelle, qui elle diminue. Alors ce que vous voyez ici, ce n'est pas la masse, hein, c'est les taux d'accroissement. Donc évidemment, vous avez un très fort taux d'accroissement de la masse financière, et à un moment donné, la masse monétaire elle-même ne suffit pas à pousser la masse financière. On n'est pas tout à fait encore arrivé là, mais c'est en train d'être au niveau sur les bourses où elles ont tellement augmenté, la masse financière a tellement augmenté que la masse monétaire n'arrive plus à pousser. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a augmentation des bourses, encore aujourd'hui, malgré une baisse très grande des investissements en bourse. Ça, c'est très important. Ça signale la fin d'un système. Je ne veux pas vous dire, je n'ai pas de baguette magique, que ce soit demain ou après-demain, on ne peut pas savoir, mais ça signale sa fin, fatale. Et ici, c'est le taux d'accroissement de l'économie physique. Alors l'économie physique, ça veut dire tout ce qui produit les biens physiques nécessaires à l'homme. Ça ne veut pas nécessairement dire, même, allez, soyons gentils, on inclut même les iPhones, on inclut même toute une partie d'électronique, mais c'est ce qui est physique, ce n'est pas les services. Et l'éducation et la recherche qui contribuent à ce développement de l'économie physique. Et bien ça plafonne dans le monde, sauf en Chine. La Chine est l'exception, pratiquement. Et les États-Unis dans le militaire, ce qui est plutôt inquiétant. Voilà. Donc, on est venu à un point, pour nous ici en France, par rapport à toute la situation que j'ai décrite, et ce que ressentent les gens, et ce qui est vrai, où il faut prendre des mesures de salut public. La première, c'est de voir que le préambule de notre Constitution dit bien qu'on garantit à tous la sécurité matérielle. Alors, ça veut dire que l'insécurité matérielle n'est pas constitutionnelle, pour le moins.
est contraire au principe de la République. Évidemment, tout comme le droit à l'emploi, qui est inscrit dans le préambule, et à une vie sociale digne. Alors nous avons demandé que ce préambule de la Constitution soit lu tous les ans, le 14 juillet, par les maires, pour que les citoyens puissent voir dans quelle mesure leurs dirigeants respectent ou ne respectent pas cela, et de voir que les principes sont de le côté de ceux qui peuvent protester et pas de ceux qui sont en train de gérer. La deuxième mesure, c'est le Code de commerce, article 402.2, 410.2, qui dit que si les biens produits et les services, sont déterminés par le jeu de la concurrence, ils ne mettent pas en cause ça. Les disproportions et les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le gouvernement arrête, par décret en Conseil d'État, contre des hausses et des baisses excessives de prix, que le gouvernement donc arrête, des mesures temporaires, décide donc des mesures temporaires, motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché, dans un secteur déterminé. Donc le décret précisera sa durée de validité qui ne peut excéder 6 mois. Donc on a ce texte. Et c'est un texte de valeur constitutionnelle. Alors, c'est bien entendu temporaire, hein, mais ça serait un signe d'une volonté de l'État qui prend en compte le bien public. L'État, après tout, a bien décidé d'étendre la période du pass sanitaire et de l'urgence sanitaire, au nom de principes analogues. Donc, pas pourquoi il ne le ferait pas dans ce qui est une situation beaucoup plus grave, parce qu'elle affecte tout le monde aujourd'hui, la vie chère, et la capacité de production, et le niveau de vie des Français. Alors, c'est bien entendu temporaire, mais ça manifesterait une volonté de changement. Et à partir de ces références, l'État peut imposer deux choses. Des contrats à long terme pour tout ce qui est du domaine de l'énergie. C'est-à-dire pour le gaz, on sorte de la vulnérabilité des prix spot. Et comme l'a dit Poutine, je n'ai pas compris pourquoi nos partenaires européens n'ont pas le choix de contrats à long terme, et pourquoi maintenant ils se plaignent de voir le prix du gaz augmenter. Je ne comprends pas. Donc c'est intéressant. C'est le discours de Valdaï, récent de Poutine. Donc évidemment, par rapport à ça, il faut construire un panier de biens nécessaires à la consommation courante, des biens de base en matière alimentaire et énergétique, avec un véritable bouclier carburant. Alors ça peut être fait comme mesure défensive pendant une période nécessairement transitoire. Mais c'est une période qui permet de réfléchir et de prendre d'autres dispositions. L'essentiel, c'est une vision longue, à moyen et long terme, en rendant son application aussi rapide qu'on peut, hein, pour viser l'oligarchie en son cœur, en mettant fin à l'asservissement par la dette, qu'on a vu, parce que les gens qui ont à peu près maintenu leur niveau de vie, c'est par le crédit. Donc, ils continuent à avoir un niveau de vie qui leur paraît plus ou moins acceptable, bien que pour les plus pauvres, c'est terrible. Pour les 3 derniers déciles, comme on dit, c'est-à-dire 30% des Français, peut-être 40%. Pourquoi ? Parce qu'ils sont asservis par le crédit. Et ils savent bien qu'un jour, si ce crédit va être remboursé, ils ne pourront pas. Donc, c'est dramatique. Alors, évidemment, l'idée, qui devrait être évidente, encore une fois, c'est de reconstituer à long terme des chaînes d'approvisionnement et de valeur dans la circulation des biens d'une société. Alors, évidemment, ça veut dire que les grandes puissances se réunissent en changeant de manière de penser, et qu'il y a un ordre de coopération et de développement mutuel, un nouvel ordre économique, qui soit dans l'intérêt du bien de tous, et pas simplement des bénéfices d'une oligarchie. Ça, c'est la voie qu'a choisie la Chine avec la nouvelle route de la soie, avec toutes ses imperfections, et le système, parce que partout comme ailleurs, il y a des oligarques qui sont introduits dans le système. Mais la direction générale est différente de celle des pays
qui sont les pays qui sont entièrement tombés en termes français, dans la Mitterrando-Chiraki. Donc, voilà. Alors, évidemment, encore, ça suppose de vraies banques nationales qui organisent un système avec un Conseil national du crédit, de crédit public, pour ce qui est utile au bien commun et à l'avenir des êtres humains. Alors, voyons ce qui se passe en Occident par rapport à ça. C'est très intéressant, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Jérôme Powell, qui dirige la Réserve fédérale américaine, a été pris la main dans le sac à avoir fait du trading avec ses propres actions en fonction des décisions qu'allait prendre la Réserve fédérale. Donc c'est le délit d'initié typique. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il n'y a pas que lui. Il y a son vice-président qui a fait pareil, qui s'appelle Richard Garrida, et le titulaire de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, et de Boston, Eric Rosengren, qui étaient ceux qui donnaient des leçons à tous. Hein. Donc voilà ces gens qui donnaient des leçons à tous, qui ont pris la main de ça. Rosengren et Kaplan ont dû démissionner. Powell sera probablement réélu à la tête de la Réserve fédérale maintenant. Il doit être maintenant. Donc on ne sait pas. Donc ces gens qui sont à la tête du système que je viens de vous décrire aujourd'hui sont des escrocs. Mais des escrocs pris la main dans le sac. Donc même, on ne peut pas leur faire confiance, vraiment, parce que sont des escrocs maladroits, comme dirait Roland Dumas. Donc ils ont été pris la main dans le sac. Donc on a un système qui est absolument inacceptable. Et s'il n'y a pas cette banque nationale qui agit dans l'intérêt des nations et des peuples, avec son système de crédit public, on ne peut pas changer de système. On ne peut pas. Et nous avons appelé, par rapport à ça, à la nécessaire entente entre les grandes puissances, la France pouvant être catalyseur, inspirateur, pour ce qu'on a appelé un nouveau Bretton Woods. C'est rejeter les bases de notre financier et monétaire qui soient totalement différentes. On se bat pour ça depuis très longtemps. Ce qui était, à mon ami, Fred Wills, qui était le ministre des Affaires étrangères de Guyana, s'est battu pour ça, avec Lyndon LaRouche, lui-même étant à Colombo en 1976 et aux Nations Unies peu après, pour une banque internationale pour le développement, remplaçant la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui sont des institutions qui déjà au départ étaient bancales, mais qui depuis ont été entièrement détournées de leur objet. Donc évidemment, il a échoué, mais il a planté les graines, et on en discute dans plusieurs pays, de ce qui pourrait être éventuellement fait, et si dans les pays occidentaux, quelqu'un se levait, et il y a un certain mouvement public, qui ne soit pas bloqué par les médias, un changement apparaît possible, d'autant plus que les Russes et les Chinois et un certain nombre de pays d'Amérique latine et d'Afrique seraient disposés à aller dans cette direction. Donc, ça semble bien loin, évidemment, du simple citoyen français. Quand on parle de ces histoires, il pense que ce n'est pas pour lui. Ben, précisément, si, c'est pour lui. Parce qu'il n'y a pas de république si les gens qui sont modestes et qui ont peur d'être punis s'ils parlent tout haut par rapport à ce qu'ils pensent tout bas. Il n'y a pas de république. Ces gens-là ne sont pas capables de rentrer dans un cycle de décision. C'est ce que nous essayons de faire avec nos cercles citoyens, pour, au-delà du parti Solidarité et Progrès, alimenter cela. Donc, évidemment, encore une fois, chaque citoyen doit être à même de décider quel sera son futur. Et c'est ça l'enjeu véritable. En maîtrisant les vraies causes de la dépossession dont il souffre, pour se rendre capable de penser à ce qu'il y ait vraiment un ordre de république et de démocratie. Évidemment, le pouvoir citoyen dépend du fait que ça doit être notre responsabilité à tous et à chacun. Et on doit le prendre ici, tous, sans nous gonfler les baskets pour autant, mais on doit le prendre parce que c'est une nécessité. Donc, on doit bien savoir qu'on prend des risques, mais que nous sommes beaucoup et qu'ils sont peu, comme disait Shelley au temps de la Révolution française. Donc, nous sommes beaucoup et ils sont peu.
Il nous reste à nous organiser. Ça, c'est le grand défi. Les Gilets jaunes en étaient tout à fait incapables. C'est leur problème. Il reste à nous organiser. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, la plupart d'entre nous sont ici ce soir. Donc, je dirais, par rapport à ces cercles citoyens et à la manifestation que nous allons avoir, commençons. Voilà ce que je veux dire ce soir. Et c'est un défi. Ce n'est pas un commentaire.